révolte de l'homme contre sa condition charnelle entraîne automatiquement, en raison de la conversion que je viens d'évoquer, une révolte contre la femme, contre le corps de la femme, contre le corps maternel, etc. En ce sens-là, il était nécessaire que l'homme, au sens générique, se libère à la fois de la nature et de la femme. L'esprit l'a emporté sur la vie, écrit Simone de Beauvoir, la transcendance sur l'immanence. D'où cette fameuse et étonnante affirmation, dont on a du mal à penser qu'elle soit décrite par Simone de Beauvoir, je cite, « La dévaluation de la femme représente une étape nécessaire dans l'histoire de l'humanité. » L'évaluation de la femme représente une étape nécessaire dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose que j'ai mis un certain temps à comprendre, mais en fait, ce jugement exprime bien la solidarité, en fait, du dualisme métaphysique et de l'abaissement du féminin. Il était nécessaire, si on partage le dualisme, et moi je crois qu'il faut sortir du dualisme, bien entendu, mais si on partage ce dualisme, il était nécessaire que l'esprit domine la chair, il était nécessaire que l'esprit domine la nature, que l'immanence se résorbe dans la transcendance, que la technique s'approprie la nature, etc. Selon ce programme, la victoire de l'esprit sur la chair conduit donc la métaphysique à imaginer aussi une réunification non seulement des deux opposés, mais aussi des deux sexes. Et cette unification des deux sexes se fait dans un seul, et naturellement du sexe majeur, c'est-à-dire du sexe masculin. C'est bien ce dont ont rêvé les premiers chrétiens, et c'est pourquoi je dirais quelques mots de l'utopie post-sexuelle, qui revient de nos jours, mais qui existait déjà du temps des premiers chrétiens, et qui implique une neutralisation de la sexuation dans un dépassement non seulement des sexes, mais de la condition corporelle. On rêva beaucoup, par-delà ce que je citais ce matin à propos de Saint Paul, on rêva beaucoup dans les premiers siècles d'un dépassement de la différence des sexes, notamment des gens comme Origène, Grégoire de Nice ou Saint Jérôme. Au fond, il s'agissait de dire que le salut des femmes les conduirait à redevenir des hommes comme les autres. Quant aux hommes eux-mêmes, leur destin, s'ils étaient sauvés, était de devenir angéliques. C'est ce qu'on appelait l'isagélie, le fait de devenir des anges. Les ressuscités, hommes et femmes, abandonneraient donc leur vieille tunique de peau. Et c'est le texte biblique, la tunique de peau, quand Adam et Ève sont chassés du paradis, Dieu les revêt de tunique de peau, qui est leur corps mortel, et ils échangeraient leur corps sexué et mortel, leur corps vivant, avec ses besoins, ses désirs, ses souffrances, sa mortalité, comme celui des animaux, ils les échangeraient contre un corps enfin glorieux, éternel, immuable. Et donc cela conduirait à une sorte de troisième genre humain, de tertium genus, qui serait ni homme ni femme, qui serait éthéré, métasexuel, postsexuel. Je n'exclus pas que les formes actuelles de neutralisation des sexes, certaines formes actuelles de neutralisation des sexes, portent encore en elles cette espèce d'espoir de surmonter la condition humaine de mortel et donc de vivant, avec les jouissances, les souffrances qui sont attachées à cette condition. J'en viens maintenant à un deuxième aspect qui est la philosophie contemporaine face à ce que j'appelle cette conversion généralisée qui va du dualisme à la hiérarchie des sexes. Comment la philosophie contemporaine, en particulier à partir de Heidegger, c'est-à-dire de la déconstruction de cette fameuse métaphysique, a-t-elle traité la différence des sexes? Parce qu'on pouvait s'attendre, puisqu'on était en train de déconstruire ces vieilles oppositions, à ce qu'on pense autrement, enfin, le sexe. On pouvait s'attendre à ce qu'on sorte, parce que c'était ça l'histoire de la métaphysique, à ce qu'on sorte d'une image de l'homme et de la femme qui est rattachée à deux essences opposées, à deux attributs de l'être, à deux substances, n'est-ce pas, la chair d'un côté, l'esprit de l'autre, la matière d'un côté, la femme. Donc qu'enfin on pense les existants que nous sommes, et non pas de rattacher les hommes et les femmes à ces substances ontologiquement hiérarchisées. Donc cette déconstruction de la métaphysique, est-ce qu'elle nous conduit ailleurs avec Heidegger? On pouvait s'y attendre, et en effet l'ontologie de Heidegger rompt avec ces vieilles oppositions métaphysiques, en particulier l'opposition sujet-objet ou âme-corps. Pour se fonder sur quoi? Pour se fonder sur une analyse de ce qu'il appelle le Dasein, l'être là, et de ses structures
fondamentales, ce qu'il appelle les existentiaux, la façon d'être là. Cependant, et je vous rassure, je ne serai pas du tout longue sur ce point, en fait, rien ne va concerner le sexe chez Heidegger. Pourquoi? Ni le sexe, ni la sexualité, ni les sexes, ni les sexualités, dans la mesure où l'analyse existentielle exclut absolument a priori, c'est le début de l'être et le temps, toute prise en charge, toute prise en compte de notre être en tant que c'est un être vivant. C'est une exclusion étrange au fond, si l'on pense aux catégories, ou plus exactement aux existentiaux Heidegger, l'être avec autrui, la coexistence, le Mitsein, l'être comme souci, le souci de l'autre, Fürsorge. Mais non, tout ça ne concerne absolument pas ni le désir, ni la naissance, ni le fait qu'on ait été petit, parce que c'est aussi un mode d'existence qu'il faut prendre en compte. Donc le Dasein est absolument et sans âge et sans sexe. Tout se passe comme s'il fallait penser au fond notre mode d'être fondamental avant, en deçà de notre existence charnelle. Comme si le Dasein n'était dispersé et divisé que secondairement, d'une certaine façon, par l'existence charnelle, mais que dans son pur être là, eh bien, il était désincarné, se rapportant à lui-même et à autrui, mais à un autrui absolument neutre. Donc le mode d'être de l'homme ne veut rien savoir du vivant, et le vivant, comme vous savez, est abandonné, comme par beaucoup de philosophes, à l'ordre de l'animalité et à l'ordre de la connaissance biologique. Un petit mot sur le mot de biologique, parce que très souvent il est utilisé de manière polémique. On me dit souvent « Ah, vous parlez des hommes et des femmes, vous croyez à la différence des sexes, donc vous êtes dans le biologique. » Alors faisons attention à ce double sens du mot biologique, parce que tantôt, et c'est le sens que j'utilise par là, j'utilise « nous sommes des êtres vivants, naturels », en ce sens-là, notre existence a rapport avec l'ordre des autres vivants, n'est-ce pas, biologique, et un autre sens biologique veut dire l'étude du vivant, la biologie, l'étude du vivant, et quand on dit le biologique, on peut évoquer également, mais ça n'a pas le même sens, la connaissance scientifique du vivant. Donc il faudrait savoir à chaque fois dans quel sens on prend le terme. En tout cas, Heidegger ne sera pas suivi sur cette neutralisation sexuelle par ceux qui l'ont suivi, notamment des gens comme Sartre ou comme Lévinas. Sartre disant que la condition humaine n'est certainement pas asexuée, Lévinas disant que l'existant n'est certainement pas insexué. Quant à Derrida, il a beau rappeler qu'il est difficile de dissocier la question de la différence sexuelle de celle du mode d'être des vivants, il l'écrit noir sur blanc, en même temps il ne s'engage pas du tout dans cette voie, et il préfère rester dans les marges du texte heideggerien en faisant une autre distinction, celle entre la distinction entre sexualité et sexe. Et il appelle sexualité originaire, c'est un peu le même sens qu'une différence sexuelle originaire, une sexualité originaire qui serait en quelque sorte préduelle et qui serait irréductible à ce qu'il appelle la marque générique de la différence sexuelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, à l'appartenance à l'un des deux sexes. Et il dit ça en prétendant suivre d'ailleurs Heidegger. La question devient alors pour Derrida, je cite, « Comment la différence s'est-elle déposée dans le deux ?» Oui, c'est compréhensible. Mais pourquoi, et c'est l'objection que je ferai, mais pourquoi donc considérer les sexes comme des simples marques déposées, comme des empreintes, comme des types, comme des traces? Bref, pourquoi croire que les sexes, c'est simplement quelque chose qui est fait de deux marques inscrites dans une logique binaire? Pourquoi les réduire pour les séparer de la sexualité? Pourquoi les réduire à des figures distinctes, à des espèces de marques, encore une fois, autrement dit à des chiffres, si ce n'est en faisant comme Heidegger, et donc comme toute la tradition classique en l'occurrence, en regardant les sexes comme des caractères. Et là, je crois que c'est un problème majeur. Les sexes ne doivent pas être considérés comme des caractères, sinon on n'y comprend rien. Vu ainsi, en effet, il semble figé ou cristallisé mystérieusement dans un « deux » qui n'a plus aucun rapport direct ni avec la sexualité ni avec le désir. Donc plutôt que d'opposer la puissance sexuelle à des formes figées de la sexuation, je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de considérer les sexes directement comme des puissances
qui apparaissent ensuite à travers les formes masculines et féminines, mais des puissances ou des forces, et non pas comme des caractères distinctifs. Je vais prendre un parallèle avec ce que dit Bergson à un moment donné à propos du jeu d'échecs. Il s'interroge sur la façon dont un joueur d'échecs comprend les pièces du jeu. Et il remarque à ce moment-là que la forme des pièces n'a strictement aucune importance. Si je me demande, qu'est-ce qu'un fou, ça n'a pas de sens de dire, c'est une pièce d'une certaine matière, le bois, avec une certaine forme. Non. Ce que voit le joueur d'échecs, c'est non pas ce qu'est le fou, ontologiquement, dans je ne sais quel sens, c'est ce qu'il fait. Et Bergson dit, qu'est-ce que le fou pour le joueur d'échecs? C'est une force oblique. Le fou est une force oblique, il prend les pions de manière oblique. Voilà, à partir de là, on comprend ce que c'est qu'un fou. Eh bien, la notion de sexe aussi doit être comprise, je crois, comme ça. Qu'est-ce que font les sexes et non pas ce qu'ils sont? Et il me semble encore une fois qu'on ne peut rien comprendre à la sexuation si on reste dans la logique de la différence et de l'identité, comme s'il s'agissait de deux étangs, de deux êtres subsistants, de deux objets ou de deux formes. En fait, nul être sexué, d'ailleurs, et en tout cas pas moi, n'est-ce pas, en tant que je réfléchis, ne peut voir la différence sexuelle du dehors, comme je vois justement un fou autour, et dire A égale A, comme s'il avait à juger de la différence, par exemple, je ne sais pas, entre un couteau et une fourchette. Nous ne sommes pas du tout face au sexe dans ce surplomb, dans cette extériorité. Donc, plutôt que de se demander ce que sont les sexes, demandons-nous ce qui se joue entre eux, ce qu'ils font, ce qu'ils se font, non pas en tant qu'individus, mais en tant qu'existence sexuée. D'un point de vue extérieur, les êtres sexués, que font-ils? Ils s'attirent et se repoussent comme des aimants, ils s'assemblent et se désassemblent, et ils peuvent engendrer. C'est en quoi leur relation n'a strictement rien à voir avec la logique binaire formelle, mais avec une biologie qui est celle de la génération. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs l'erreur de Freud, qui s'attarde exclusivement à la différence anatomique et qui laisse de côté, il le dit d'ailleurs, la question cruciale d'où viennent les enfants. Si on ne pose pas la question d'où viennent les enfants, les sexes n'ont littéralement plus aucun sens, ou pratiquement aucun sens. D'un point de vue phénoménologique, pour rester dans le post-heideggerianisme, c'est sans doute Emmanuel Levinas qui est allé le plus loin dans l'exploration du rapport sexuel avec la description, avec l'exploration de la rencontre de l'autre sexe et sans dénier à l'être humain son existence charnelle. Bien entendu, ce n'est jamais à partir d'un savoir biologique que Levinas décrit l'existant, mais au contraire, c'est en analysant l'épreuve du désir, en analysant l'événement, pas toujours prévisible, de la naissance, qu'il rejoint la part vivante de l'existence et qu'elle se révèle. Être sexué ne relève pas d'une identité, mais d'une possibilité d'être hors de soi, un mode d'être déstabilisé. Je vais essayer de sauter un petit peu. Donc, l'être sexué, c'est celui qui perd sa stabilité dans le désir sexuel, non pas forcément pour l'autre sexe, mais toujours pour un autre sexué. Et l'être existant perd aussi cette assise ontologique dans l'épreuve de la fécondité. Lorsque Levinas écrit « Je suis mon fils », eh bien, son expression vise à briser cette espèce de logique de l'identité dans quelque chose qui est l'extase, la sortie de soi de la génération. Et cela implique l'acceptation d'une finitude charnelle, d'une transcendance vers autrui et d'une acceptation simultanée de la vie, de la mort, de la temporalité et de la sexuation. C'est très différent du christianisme, il s'agit des origines de transcender le temps. Avec Levinas, il s'agit d'accepter la temporalité avec la génération, c'est-à-dire avec la venue de l'autre et la rencontre de l'autre. Et je terminerai par le désenchantement sexuel et les formes modernes de la désincarnation. Nous ne sommes plus évidemment dans l'alternative que j'évoquais à l'instant, mais peut-être au cœur d'un conflit récurrent entre la chair et l'esprit qui est encore contemporain. Cette chair obscure, avec des poussées qui viennent du dedans et qui entraînent vers l'autre, et entre ces poussées qui viennent du dedans et l'esprit qui veut toujours et encore s'émanciper de la chair. D'un point de vue métaphysique et spiritualiste, la déconnexion que j'appellerais technologique entre la sexualité et la génération semble aujourd'hui un progrès.
Les développements de la biotechnologie laissent entrevoir une fabrication des êtres humains qui n'engagerait plus la sexualité, les êtres sexués, mais seulement des matériaux, des gamètes, des processus entièrement externalisés, fécondation in vitro, clonage reproductif, et finalement peut-être ectogénèse avec l'utérus artificiel. Enfin, on serait enfin débarrassé de la chair, accessoirement débarrassé dans une certaine mesure des femmes aussi, et la différence sexuelle serait ainsi réduite à sa plus simple expression, une différence cellulaire, une différence de gamètes. Mais ces possibilités technologiques ne prouvent pas que le laboratoire, c'est-à-dire le travail, l'emportera forcément sur le désir, et sur le désir sexuel. Je saute pour essayer de finir. Il n'empêche que c'est déjà une telle libération des sexes qui était apparue à un personnage d'un très très beau roman, qui est l'amant de Lady Chatterley, qui était apparu au personnage de Clifford. Dans ce roman, D.H. Lawrence fait dire à Clifford Chatterley, je cite, « Il me semble, dit-il, qu'une civilisation digne de ce nom devrait éliminer beaucoup de faiblesses physiques. Toute la question de l'amour, par exemple, pourrait bien disparaître. Je pense qu'elle disparaîtrait si nous cultivions les enfants dans des bouteilles. » Fin de citation. Clifford en parle à son aise, puisqu'il est paralysé et qu'il est privé de toute puissance sexuelle et de toute puissance génitrice. Et comme vous le savez, Lady Chatterley restera d'ailleurs assez sourde à ces raisonnements, qui sont des raisonnements d'infirme en fait, et elle s'abandonnera au flux vital qui la submerge dans les bras d'un amant, le fameux garde-chasse qui, lui, est assez peu enclin à philosopher. On dénoncera sans doute l'affreux naturalisme de D.H. Lawrence. Du moins avait-il compris, dès les années 20 du siècle dernier, cette espèce de conflit moderne entre ce que j'appellerais l'érotisme enchanté du passé, lorsque les hommes étaient encore émerveillés ou effrayés par les puissances naturelles, et l'idéal moderne ou prométhéen, comme dirait Pierre Hadot dans ce magnifique livre « Le voile d'Isis », l'idéal moderne et prométhéen de la maîtrise intégrale de la nature et de nous-mêmes. Pascal Quignard est aujourd'hui l'un des seuls grands écrivains à nous parler encore des mystères oubliés d'une sexualité sacrée que les anciens rattachaient effectivement à la nature et dont il n'y aurait pas les liens avec l'animalité. Que serait en effet la sexualité si elle ne devait rien à la croissance, c'est-à-dire à ce que les Grecs appelaient physis, nature. Le désir masculin ou féminin, mais peut-être qu'on ne devrait pas utiliser un seul mot, parce qu'après tout, on ne saura jamais, en tout cas, puisqu'on est sexué, si le désir masculin et le désir féminin, c'est bien la même chose. Mais enfin, le désir excède toujours ce qui est, celui qui en est la proie, pardon, il excède toujours, comme un flux, comme une crue, son propre surgissement. Mais notre époque répugne à l'altérité, du moins à une altérité qui ne revient pas au même, et c'est pourquoi l'autre sexe continue d'inquiéter. Une façon de conjurer cette inquiétude consiste aussi aujourd'hui à dissimuler l'étrangeté du désir, et ce sera vraiment mon tout dernier point, qui est toujours aliénant. Le désir absolument aliénant étant d'ailleurs celui qu'on appelle l'amour. Et notre époque tente de dissimuler au fond la violence du désir amoureux sous la multiplicité des plaisirs un peu moins signifiants. Chacun peut disposer aujourd'hui de tous les moyens et instruments possibles, y compris d'autres individus, pour se donner à lui-même du plaisir. Le marché du sexe est fait pour cela. Il est fait pour fournir ce que j'appellerais des plaisirs reproductibles. C'est ce que fait la prostitution, une partie de la pornographie, les sex toys, etc. Et même la procréation, les cellules, les gamètes, les ventres féminins, les enfants, constituent, on le voit tous les jours, un marché en pleine extension. Mais s'il est facile de produire des plaisirs, personne ne sait encore comment fabriquer du désir. Pourquoi? Parce que le désir vient de l'autre, il ne vient pas forcément de l'autre sexe, mais il vient toujours d'un autre sexué, c'est-à-dire d'un autre vivant, de quelqu'un que sa propre vie dépasse et excède. Merci.
heureusement que, pour moi, parce que depuis le début, on a invité nos intervenants qui étaient aussi... Garçons et filles cessent de jouer ensemble vers la préadolescence, soit beaucoup plus tard que dans nos sociétés occidentales. Et ce qui est remarquable, c'est que cette ségrégation est encore plus nette dans les situations non maîtrisées, non structurées par les adultes. C'est l'âge des amitiés homosexuelles qui semble si importante pour consolider son identité sexuelle. Bien sûr, il existe toujours des filles qui préfèrent les jeux et la compagnie des garçons et des garçons qui préfèrent le clan des filles. Ils n'en ont pas moins conscience de la distinction des sexes, même si les rôles attribués aux leurs ne leur conviennent pas, et même s'ils se rêvent de l'autre sexe. Que cela nous plaise ou pas, que ce soit source de douleur ou non, la vie commence avec le dualisme. L'enfant ne connaît que deux sexes et deux genres, comme, pourrait-on dire, coupés à l'âge, ce qui n'exclut pas l'infinie diversité de l'expression du genre à l'âge adulte, et peut-être même le rend possible. Il me semble que l'opposition dualiste des genres est le propre des enfants. L'étape artificielle ou naturelle, je ne sais, mais nécessaire pour s'identifier et se situer. Reste que ce n'est qu'une étape, plus ou moins longue selon qu'on est garçon ou fille. Le propre de l'âge adulte paraît presque aux antipodes de la phase enfantine. L'heure est à l'acceptation de notre essentielle bisexualité psychique. Hommes et femmes, nous sommes un mélange très personnel, très particulier, presque unique, de féminité et de masculinité. Ce qui donne au genre son caractère multiple et divers. Certes, le genre n'est pas le résultat d'un libre choix. Il dépend de notre histoire, de nos rencontres, de nos attachements. Mais nous ne sommes plus aussi contraints que jadis de nous plier à des stéréotypes castrateurs. L'expression du genre va du plus féminin au plus masculin, ce qui semble provoquer chez certains l'angoisse de l'indistinction des sexes. Les tenants du dualisme oppositionnel et complémentaire des sexes s'accordent sur un point: la dénonciation du genre unique. À leurs yeux, on est entré dans une ère de confusion, source de malaise identitaire. La société unisexe serait cause de la mort du désir et la marque de l'oppression d'un sexe par l'autre. Mais sur ce dernier point, deux thèses s'affrontent. Celle de la psychanalyste féministe Antoinette Fouque et celle du psychanalyste Michel Schneider. Dès 1995, la première dénonce le genre unique masculin. Les femmes virilisées abandonneraient sans le savoir leur identité, leur liberté et leurs valeurs. Haro sur les démocraties unisexes et matricides. Et Fouque n'hésita pas à parler de génocide. Tout à l'inverse, Michel Schneider s'en prend à la féminisation des hommes. Pour lui, le genre unique et dominant est féminin. Les hommes, culpabilisés par les femmes, ont perdu leur virilité. Big Mother infantilise et désexualise. Soit. Mais la question qui se pose aux deux protagonistes, et avec eux à tous les champions du dualisme complémentaire des genres, je dis genre, quelle différence serait à retrouver qui sont occultées, étouffées, voire interdites?
Quel modèle singulier de féminité et de masculinité doit-on imposer à ces enfants? Antoinette Fouque et avec elle nombre de féministes nous ont rappelé à notre grandeur maternelle, sous-estimée et dévalorisée par l'homme jaloux, l'ennemi de toujours. C'est la puissance procréatrice qui donnerait à la femme non seulement son identité, mais aussi son humanité, sa générosité et sa supériorité morale. Les femmes, nous dit-elle, sont dotées, grâce à la gestation, d'une capacité d'accueil et de vertu inscrite dans leur corps, ignorée par la majorité des hommes. En revanche, Antoinette Fouque ne se donne pas la peine de s'arrêter sur le modèle masculin qui correspondrait à son modèle féminin. Une fois pour toutes, il se définit par la domination des femmes. Un être à éviter, sauf peut-être le temps de la reproduction. Les autres théoriciens du dualisme ne sont ni aussi radicaux ni aussi explicites. S'ils plaident d'une même voix pour la reprise en compte du biologique et de l'anatomie, peu se risquent à entrer dans le détail de la bipartition des rôles qui s'ensuivrait. La femme mère doit-elle se consacrer à ses enfants? Jusqu'à quel âge? L'homme est-il un prédateur polygame? Le monde serait-il à nouveau coupé selon les sexes? À la mère, la responsabilité des enfants et du foyer, et à l'homme, celle du monde extérieur. Et si la femme se définit par la capacité maternelle, faut-il interdire ou autoriser la prostitution? Sur cette dernière question, les avis divergent. Mais pour le reste, nos dualistes restent étrangement silencieux. Et cela pour la bonne raison que le monde qui s'organise autour des différences biologiques et anatomiques est celui dont nous ne voulons plus, à savoir le monde patriarcal, qui s'est toujours appuyé sur les différences anatomiques qui induisent la complémentarité des rôles. Pour échapper à cette triste conséquence, on se contente le plus souvent de la nier ou de la dénier. Quand on demande à Michel Schneider quelle solution il préconise pour sortir de la confusion des sexes, il répond « certainement pas le retour au patriarcat, heureusement révolu ». Il est d'accord avec le partage des rôles et l'égalité des sexes. Il s'en remet, comme tous les dualistes, à l'espérance de l'égalité dans la différence. Peu importe que l'espérance n'ait encore jamais trouvé à se concrétiser. On continue d'en appeler à elle de façon incantatoire comme à la solution de tous les maux. À Françoise Héritier, à qui on demandait quel pourrait être, à son avis, un système de pensée qui ne soit ni hiérarchique ni binaire, sa réponse fut, et je la cite, « Pour parvenir à un mode de pensée qui ne soit absolument pas binaire, il faudrait que nous ne soyons pas sexués, ce que j'ai du mal à imaginer. En revanche, nous pourrions vraisemblablement arriver à faire en sorte de fonctionner de façon binaire, mais non hiérarchisée, ou du moins avec des hiérarchies qui varient selon les contextes. De nouvelles manières de vivre, de nouveaux rapports entre les sexes sont envisageables. Des rapports qui ne sont pas fondés sur la domination d'un sexe sur l'autre, ou en tout cas, la hiérarchie n'irait pas toujours dans le même sens. » Fin de citation. Faute de modèles préexistants, il faut bien s'en remettre à l'imagination. Pour ma part, je demeure sceptique sur les progrès de l'humanité et les nouvelles manières de vivre qui me paraissent relever d'une aimable utopie. Cette égalité dans la différence, espérée depuis les années 1960, est un idéal ou un slogan qui n'a produit, à ma connaissance, aucun fruit notable entre les sexes, mais que l'on continue à brandir comme si de rien n'était. Et je vais vous dire, on ne peut pas s'empêcher de penser
au mot d'ordre du siècle précédent qui se faisait fort de changer l'homme, l'humain, et de le rendre meilleur. Bien qu'on sache ce qu'il en est advenu, on veut y croire encore. Pourtant, l'expérience prouve que lorsqu'on s'en tient au dualisme complémentaire, notre esprit montre une irrésistible propension à comparer, évaluer et hiérarchiser, notamment en cas de rivalité et de conflit. À moins de revendiquer le séparatisme, deux mondes incomparables, l'un est vite appréhendé comme plus avantagé et plus noble que l'autre. Au demeurant, si l'égalité dans la différence des sexes me paraît irréaliste parce que jamais réalisée, en revanche, l'égalité entre l'infinie diversité des genres me semble en voie de réalisation, ce qui n'a rien à voir avec le spectre du genre unique. Enfin, je voudrais souligner que la dénaturalisation de la procréation, qui donne aujourd'hui, mais peut-être plus pour longtemps, un pouvoir absolu aux femmes sur la reproduction, cette dénaturalisation fragilise, pour ne pas dire délégitimise, la dimension biologique et anatomique comme critère de la différence sexuelle. Certes, cette dimension existe et on ne peut l'effacer que par le déni. Mais je ne crois pas non plus qu'elle suffise à circonscrire les identités féminines et masculines, sauf à en revenir à l'ancienne naturaliste des Diderot et des Rousseau, qui déplorait que la ménopause désexualise les femmes. On serait femme tant que l'on peut procréer. Mais l'âge passé, on est quoi? Un être asexué, déshumanisé? Ou bien une grand-mère qui ne peut plus se définir que par la reproduction de ses enfants, si toutefois elle en a? On en revient à l'éternelle question. Ceux et celles qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants sont-ils des hommes et des femmes à part entière? J'attends toujours la réponse. En vérité, après avoir mis fin à la distinction des rôles et des fonctions, source millénaire de l'oppression de l'un par l'autre, on est bien incapable aujourd'hui de répondre à la question posée. N'en déplaise aux psychanalystes et aux naturalistes, le pénis et l'utérus ne suffisent pas à nous définir et donc à nous distinguer. Là où les différences entre hommes et femmes sont si brouillées, si subtiles et si variables d'un être humain à l'autre que on ne sait plus définir ni l'un ni l'autre dans sa spécificité. Peut-être le temps est-il venu de laisser là l'opposition des genres pour ne plus considérer que notre commune appartenance à l'espèce humaine, laquelle, quoi qu'on dise, nous distingue de tous les autres animaux. Je vous remercie. D'ailleurs, je demanderai à nos intervenants si vous pouvez répondre assez brièvement possible pour qu'ils puissent prendre le maximum de questions sur sa connaissance. Là, il y a quelqu'un. Alors là, il y a une espèce de petite. Moi, je suis un peu partagé parce que il y a une configuration un peu compliquée, c'est-à-dire qu'à la fois, vous avez entendu deux exposés au sein desquels, même si ce n'est pas vraiment au même niveau, vous avez quand même très clairement des points de tension, des points de contradiction francs et soulignés. Donc la tentation serait grande d'organiser un débat comme ça, mais je préférerais vous passer la parole tout de suite, que vous puissiez dialoguer avec Elisabeth Badinter et Sylvia Galinski. Mais je vous exhorte à jouer un peu le rôle que Georges a joué si on avait fait un petit débat maintenant, c'est-à-dire à ne pas hésiter à pointer ces points de confrontation et ces enjeux contradictoires entre elles pour que le dialogue ait lieu grâce à vous et à vos interventions. Donc des micros particuliers. Je me
tourne vers Lionel Nasi. Voilà. Oui, non, donc, je suis un citoyen du genre masculin. J'ai une question qui peut-être s'adresse plus à Elisabeth Badinter. Et c'est pour dire, bon, c'est vrai qu'on a entendu quand même très peu le mot liberté dans les exposés. Je pense que, disons, les différences nécessitent l'exercice de la liberté. Alors, dans le sous-titre, on parle d'égalité des sexes. Et donc, je me demande si, c'est pas la peine de parler de la fraternité, mais si le principe d'égalité n'est pas utopiste, voire dépassé, y compris dans l'égalité des sexes. Parce que je pense qu'il faudrait mieux parler de justice, et pour parler pas seulement de chez nous, mais du monde et de la planète, la justice qui est faite, il n'y aura jamais égalité, il y en a toujours qui veulent être plus égaux que d'autres. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des injustices, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, dans l'accès à la santé et à l'éducation? Et chez nous, il y a une injustice évidente dans l'accès des femmes à la vie politique. Donc est-ce que ce principe dirait égalité, demander l'égalité, est-ce que c'est pas utopiste ou dépassé? Faudrait plutôt parler de justice et de législation. Merci. Elisabeth Badinter. Écoutez, moi ça ne me gêne pas du tout de parler de justice. Je pense que l'égalité, contrairement à ce qui vient de se passer depuis les années précédentes, on tend à mettre de côté le concept d'égalité, lesquels pour le concept d'équité, d'autres préfèrent parité, toutes sortes de concepts plutôt que d'utiliser le mot égalité. Donc je ne veux pas me battre à propos de la question que vous posez, pourquoi pas justice, mais une des injustices fondamentales, c'est que certains aient accès à des choses et d'autres pas. Et cette égalité signifie, dans le propos qui est le mien en ce moment, que hommes et femmes, nous ayons accès, possibilité de maîtriser ou de bénéficier, d'utiliser les mêmes avantages, les mêmes outils, etc. Voilà. Mais encore une fois, j'aime le beau mot de justice, et je pense pourtant que, peut-être contrairement à vous, que l'égalité y a sa place. Alors, si je peux me permettre juste une seconde, pour enfoncer le clou de votre question, monsieur, qui est tout à fait crucial, et pour en faire quand même qu'il y a un minimum de dialogue entre nos deux intervenants, je voudrais juste lire un tout petit passage d'un texte qui est paru donc, dans le livre de Sylvia Nagasinski, qui s'appelle Engagement, et où Sylvia Nagasinski écrit, je cite, « Les positions prises par elle, il est question d'égalité et du rapport d'Elisabeth Badinter, énormément à l'égalité. Les positions prises par Elisabeth Badinter contre une politique volontariste et surtout contre l'usage éventuel de quotas pour instaurer une égalité réelle entre hommes et femmes ne me paraissent pas justes. Ce refus se rattache à cet universalisme trompeur dont je viens de décrire la logique et qui, au nom d'une humanité et d'une citoyenneté abstraite, couvre en réalité des pratiques sexistes. Au moins les positions d'Elisabeth Badinter sont-elles ici cohérentes avec ses travaux, qui témoignent d'un effort constant pour effacer la différence sexuelle, mais il y a quelques paradoxes à se réclamer du féminisme lorsqu'on pose en même temps que la spécificité sexuelle n'a pas grand-chose à voir avec un choix idéologique et par conséquent avec la politique. On remonte ici très en deçà de la prise en compte de la question des femmes dans la politique de la politique, qui représente une dimension importante du féminisme. Est-ce que ça ne permet pas de creuser un peu votre rapport à cette question qu'a posée monsieur de l'égalité? Si, c'est vous qui l'avez écrit, c'est bien la gazette. Oui, non, mais c'est... Ah, pardon. L'interpellation était d'abord... Contrairement à Sylvia Nagasinski, j'ai un profond amour de l'universel qu'elle décrit abstrait. J'ai une grande confiance
politique dans la citoyenneté abstraite. J'estime que c'est un immense progrès politique de ne pas attacher d'importance à qui me représente et qui je représenterais si j'étais élu. Contrairement à Sylviane Agacinski, le concept qui m'intéresse est celui d'humanité, qui est fichu même. De même que l'égalité est passée à la trappe, c'est aujourd'hui l'humanité qui me paraît passer à la trappe. Je continue à penser que ce qui nous unit aux hommes, nous les femmes, est infiniment plus important que ce qui nous distingue. Et que par conséquent, je ne vois pas pour ma part de différence majeure du point de vue essentiel, qui est le point de vue de la raison. Et en matière de politique, je ne vois pas, contrairement aux partisans de la parité, des façons différentes de faire de la politique selon qu'on est un homme pas du tout. Alors là, évidemment, il y a une opposition. Non, pas complètement. Sur ce dernier point, je suis d'accord avec vous. Je n'ai jamais mentionné l'idée que les femmes feraient de la politique autrement que les hommes. Sur le terme d'humanité, l'humanité m'intéresse beaucoup, mais en même temps, c'est pour ça que je citais tout à l'heure des auteurs comme D.H. Lawrence ou même Pascal Quignard. Dans l'humanité, il y a toujours autre chose que l'humanité. Il y a quelque chose qui, par exemple, dans notre appartenance au vivant, quelque chose qui nous concerne, mais que nous vivons particulièrement en tant qu'humanité, bien sûr. Mais l'humanité, c'est pas, je dirais simplement, l'humain trop humain. C'est aussi quelque chose qui nous dépasse et surtout qui dépasse le petit égo, l'individu uniquement. Je fais une parenthèse sur l'humanité pour dire peut-être un mot sur l'abstraction dont on vient de parler, l'appelle du matérialisme abstrait. Les premiers mots que j'ai exposés tout à l'heure étaient pour dire que précisément il était souhaitable, et en cours, nous sommes en cours, de considérer qu'il y a des sphères d'égalité qui impliquent l'abstraction sexuelle. Effectivement, je suis d'accord avec le fait que le citoyen, que le représentant de la nation, il n'est pas très important qu'il soit, non seulement il n'est pas important, mais on n'a pas à considérer, à le choisir en fonction du fait qu'il soit un homme ou une femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la campagne des dernières élections présidentielles, j'ai publié dans Le Monde un article qui s'appelait « Le sexe présidentiel » pour dire que ça n'avait pas d'importance et qu'il ne fallait pas en faire un argument dans l'élection présidentielle, parce qu'un président, un représentant et même un député, la question n'est pas de valoriser sa virilité ou sa féminité, et que donc, dans la sphère d'égalité politique, en principe et idéalement, il n'est pas nécessaire de faire la distinction des sexes. Il serait souhaitable de ne pas les distinguer. Mais où la différence entre nous surgissait, notamment quand il était question de la parité, c'est l'arrière-fond historique, et c'est ce que j'ai essayé de rappeler tout à l'heure, qui faisait que la politique, en fait, n'avait pas du tout, ne se situait pas du tout dans la perspective de l'abstraction jusqu'en 89, jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. Il y a un rapport qui va de soi, qui n'est même pas questionné, si vous voulez, à l'homme citoyen, qui survivait encore dans les années 90 et qui survit encore aujourd'hui à travers des coutumes de discrimination positive, c'est-à-dire le maintien d'une classe politique masculine. Et ce que je disais à l'époque, il faut rectifier ce monopole masculin, donc prendre des mesures volontaristes pour que la nation qui est faite d'hommes et de femmes soit représentée aussi par une Assemblée nationale qui soit faite d'hommes et de femmes. Je n'ai jamais d'ailleurs pensé que ça devait être du 50-50 au sens d'un compte d'apothicaire, mais qu'il était anormal qu'on ait 98 ou 97% d'hommes à l'Assemblée nationale, alors que la nation est faite évidemment d'hommes et de femmes. Et pour dire un dernier mot sur le fait que l'égalité, le concept d'égalité
ne concernait pas les femmes dans la construction de la démocratie. Je prendrai un seul exemple, c'est Tocqueville. Tocqueville, bon, c'est vraiment un penseur de la démocratie, un penseur de l'égalité, un grand penseur de l'égalité. Eh bien, dans la démocratie en Amérique, je vous renvoie, c'est très intéressant à lire, au chapitre sur l'égalité des sexes, qui n'existe pas pour lui, puisque les sexes sont beaucoup trop différents pour accéder à une égalité. Et que dit-il à propos justement de la citoyenneté, c'est-à-dire de l'égalité, de la sphère d'égalité construite historiquement et aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en démocratie, tous les hommes sont égaux et il n'y a personne qui ne vote, et il fait 3 exceptions. Et il dit il y a 3 exceptions. Il y a les esclaves, il y a les domestiques et il y a les indigents nourris par les communes. Point. Il n'y a pas d'autre exception pour Tocqueville. Autrement dit, il ne lui vient pas à l'esprit, mais je ne reproche même pas, c'est son époque, il ne lui vient pas à l'esprit de penser que les femmes ne votent pas. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une construction masculine. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est cette construction démocratique masculine, cette sphère d'égalité démocratique et masculine. On n'a pas posé la question de la démocratie avec les femmes. C'est pour ça qu'on continue sur un ethos, sur des coutumes, sur des habitudes masculines. Il faut dire, mais non, il y a aussi des femmes dans la cité, donc il faut pousser un peu pour que les femmes soient effectivement, elles aussi, des citoyens. Enfin, c'est sur ce plan-là de l'histoire, de l'arrière-fond masculin de l'histoire de la démocratie que je ferai la différence. Et c'est pour ça que tout à l'heure, et je l'ai fait avec une certaine arrière-pensée de concession, d'une certaine manière, à Elisabeth Badinter, qui, sur le principe actuel de l'égalité abstraite, n'a pas tort. Mais cet arrière-fond historique et cette histoire de la démocratie masculine, il faut bien la prendre en compte si on veut changer la place des femmes dans la cité. Voilà. Écoute, vraiment, c'est un événement. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de Yalta du féminisme. Là, où il y a des concessions, des reculades. On va continuer ce processus géopolitique important avec vous. Monsieur, je ne sais pas, je vois mal. J'ai une question et une remarque. Madame Badinter, nous sommes interrogés avec mes voisins et voisines sur l'exemple que vous avez cité de ce bébé que l'on prend et que l'on fait passer de main en main. Alors, est-ce que c'est un exercice philosophique ou est-ce que c'est une réalité? Et au premier rapport, on est un peu choqué, mais on se dit qu'après, peut-être, est-ce un moyen, si l'enfant n'est pas considéré comme un objet, que l'on se lance de l'un à l'autre, de voir quel est justement l'inné et l'acquis de cette différenciation. Donc voilà ma question, et je voulais dire aussi, une remarque, c'est par rapport à Saint Paul. Je pense que Saint Paul était révolutionnaire par son éthique quand il a dit aux hommes aimez vos femmes comme votre propre corps. C'était pour l'époque quand même très révolutionnaire. Et donc ce corps de la femme devenait le corps de l'homme, en quelque sorte, du moins dans sa manière de l'appréhender. Et au point de vue théologique, la femme doit être soumise à l'homme, certes, mais comme sa tête, mais la tête de l'homme, c'est le Christ. Donc il y a 3 dimensions. Et c'est les 3 qui font l'alliance et le nouvel Adam, avec un grand arc. Voilà. Merci beaucoup. Attendez, juste garder le micro une seconde. La remarque sur Saint-Paul, on l'a entendu. Par contre, la question sur les bébés, l'expérience... si vous avez, on en a longuement discuté avec les voisins, de ce bébé... Mais la question, en fait, c'était... Est-ce que c'est un exercice philosophique ou est-ce que c'est une expérience qui a été faite et ça pose différentes questions? D'accord. Dans quel but? Voilà, merci. Alors, réponse, ces expériences de bébé X, c'est pas du tout de se lancer un bébé de bras en bras pour voir. C'est une expérience faite par des psychologues américains sur d'ailleurs des chiffres impressionnants où dans une pièce genre laboratoire ou genre maternité, l'endroit où on met les bébés, on laisse simplement un adulte dans cette pièce. En général, c'est à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure, et on le laisse avec un bébé dont on ne peut pas reconnaître le sexe, parce qu'il a 2 ou 3 mois, et on observe par une caméra le comportement de l'adulte avec ce bébé, et c'est tout. C'est pas du tout... Il n'y a rien, je crois, de répréhensible à ça, et c'était certainement pour mesurer l'impact
du regard de l'adulte qui immédiatement enclenche un processus d'identification que l'enfant reçoit. On parle que des femmes et des féministes dans l'éducation, où sont les pères. J'ai jamais entendu le mot père ou le mot parent dans le terme, qui sont quand même presque temps de parler des parents, parce qu'on est deux pour faire des enfants, un homme et une femme, enfin, c'est ce que tout le monde dit jusqu'à présent. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler plutôt de termes partage, de termes de partage, de responsabilité, plutôt que d'indistinction, comme vous l'avez dit. J'étais assez choquée par ce que vous nous avez dit. Et alors, je voulais aussi dire, on parle des sexes, etc., des rapports de sexe, mais on ne parle jamais de l'économie et du social ni du culturel. Je pense que les enfants, très tôt, échappent à la sphère familiale et sont imprégnés par la culture de l'école qui n'a pas changé, qui est toujours très sexuée, mais dans le sens hétérosexuée et phallosexuée. Donc je pense que là, très tôt, les enfants échappent aux mères, puisque vous n'avez parlé que de mères. Mais les pères, maintenant, qu'en est-il? On ne sait toujours rien de leur rôle. Et je pense que c'est une responsabilité partagée qu'il faudrait quand même mettre sur pied. Alors voilà, je voulais savoir aussi une autre chose. On a parlé hier ou avant-hier de Courbet, le sexe d'une femme qui est l'origine du monde. Je veux savoir ce que vous pensez aussi quand une autre femme a mis à côté de l'origine du monde, qui est le sexe d'une femme, un sexe d'homme où elle a intitulé l'origine de la guerre. L'origine de la guerre. Oui, non, le très beau tableau de Courbet n'est peut-être pas très bien intitulé, parce qu'il ne peut pas être tout seul, l'origine non seulement du monde, mais de l'enfant, enfin de l'être qui peut naître par là, mais il ne peut pas naître que de là. Et je pense même quand même que c'est justement là le critère de la distinction et de la différence sexuelle. Il est quand même là plus que partout ailleurs. C'est ça quand même qui est le critère principal de ce qui fait non pas ce dualisme, mais cette différence. Je voudrais préciser par rapport à votre question, d'abord c'est vrai que sur l'éducation des enfants et l'expérience de l'éducation des enfants, j'ai fait la même expérience que celle qui a été évoquée tout à l'heure. J'ai eu un petit garçon, dans ma famille il n'y avait que des filles, et un jour à la crèche, on m'a dit, mais dites-moi, est-ce que vous lui achetez des petites voitures? Et j'ai dit non, je n'avais pas encore acheté de petites voitures, et il était absolument passionné de petites voitures, ce que j'ai découvert effectivement grâce aux puéricultrices, et j'ai découvert effectivement tous des goûts, alors que je pensais effectivement que ça pouvait être davantage mixte, si vous voulez. Je croyais à la mixité de tout et des goûts, et de fait, j'ai un peu buté sur découvert, mais bon, il faut accepter les faits tels qu'ils sont, des distinctions, dont en tout cas dans les crèches, on nous décrivait, comme dans les cours de récréation, qu'elles étaient très importantes. Néanmoins, ce sur quoi j'ai voulu insister un peu dans cet exposé, et qu'il est important de souligner, c'est que je ne crois pas que nous devions poser les questions des hommes et des femmes simplement en termes d'identité. On est absolument fichu si on parle seulement que de l'identité et de la différence. Nous ne sommes pas des couteaux et des fourchettes, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Donc il faut parler éventuellement de puissance, s'il s'agit de la puissance génératrice qui implique effectivement une conjugaison. Et sinon, la question qui m'intéresse, moi, c'est dans quelle sphère le masculin et le féminin, le mâle et le femelle sont-ils pertinents ou non? Je crois qu'il y a des sphères d'expérience, des sphères d'activité, des domaines dans lesquels, effectivement, le sexe ou les sexes, les sexualités ont un rôle à jouer, doivent être prises en compte, c'est-à-dire des formes de dissymétrie, par exemple, et je pense que la gestation en est un exemple. Et puis il y a des sphères d'expérience et d'activité
professionnelles, intellectuelles, manuelles, artistiques, enfin, de toutes sortes, qui sont de beaucoup les plus importantes, où la distinction de sexe ou la rencontre de l'autre sexe n'a pas vraiment de pertinence. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner, et en me référant à des gens comme Lévinas ou autres, c'est encore autre chose que à l'intérieur de la sphère de référence de la sexualité et des sexes, c'est-à-dire de la sexualité au sens strict, parce que c'est là qu'elle a son sens. Au sens strict, elle a sa pertinence, c'est-à-dire rencontre érotique, les sexualités, la procréation. Là, il va de la différence des sexes et on ne peut pas la surplomber. Donc, on est dans une espèce d'épreuve de la rencontre de l'autre sexe qu'il est intéressant de décrire, que Lévinas a décrite, et sur laquelle on peut s'interroger. Et de même, dans le processus de la naissance, il y a jusqu'à nos jours et avant le règne des biotechnologies et peut-être demain de la fabrication du bébé, une épreuve de l'autre sexe qui jusqu'à présent passe par la rencontre de l'autre dans la procréation. Moi, je voudrais juste dire un mot, parce que vous avez mentionné, madame, un tableau dont on parle effectivement, représentant dans la même position que la femme qui a posé pour Courbet, un homme cette fois. Je trouve ça assez détestable. Voilà. Je trouve inadmissible qu'on identifie le pénis à la guerre, c'est-à-dire l'homme à la guerre. Je trouve ça inadmissible aujourd'hui en particulier. Je pense que c'est un moyen publicitaire d'attirer l'attention sur sa toile que de prendre l'analogue de Courbet. Bon, Sylviana Gazeski explique pourquoi, selon elle, l'origine du monde, c'est pas une femme toute seule. Et moi, je vous dis que prendre les organes génitaux masculins pour dire voilà l'origine de la guerre, c'est franchement stéréotypé, facile et politiquement correct. D'ailleurs, pour une défense plus générale des organes masculins, je vous exhorte à consulter le chat, le dialogue sur Internet que David Badinter a réalisé, je crois hier, non, vendredi, avant-hier, sur le thème « Pourquoi ne parle-t-on jamais des hommes battus ?» Donc voilà, sur le monde.fr, vous trouverez ce débat, et Sylviana Gazeski, elle également sur Internet avec le texte ceci, si vous voulez, et demain. Voilà, on va prendre une autre question, si vous pouvez d'ailleurs poser des questions assez brèves et surtout uniques, c'est-à-dire une question et pas trois en une, parce que c'est difficile après, ça crée des frustrations. L'exposé de Madame Badinter, et je voudrais lui demander si elle pourrait préciser sa conclusion en repartant de cette affirmation, enfin c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'elle récuse l'idée de l'égalité dans la différence. Il me semble, pour ma part, que le premier féminisme, pour simplifier, celui de la génération Beauvoir, c'était rejeter la différence pour accéder à l'égalité. Il me semblait que le féminisme, dans un deuxième temps, en tout cas en France, avait évolué justement vers une position plus synthétique qui serait d'arriver à admettre qu'on peut être égaux tout en étant différents, que la différence n'exclut pas l'égalité, mais au contraire, que l'égalité implique la différence. On est égaux que si on est différent. Alors, voilà, je trouve cette position, enfin cette affirmation et l'égalité dans la différence, une position équilibrée, et je voudrais savoir pour quelle raison vous avez dit qu'elle vous paraissait totalement irréaliste et irréalisable, et par quelle formule, parce que vous en avez proposé une autre, mais je ne l'ai pas tout à fait bien saisie, par quelle formule vous la remplaceriez? Merci. Alors, la formule par laquelle je remplacerai l'égalité dans la différence, c'est l'égalité dans les différences. Dans les différences. Et c'est pour ça que je parlais de la multiplicité des genres. Monsieur, je sais
que la différence n'est pas l'inégalité. Stricto sensu, c'est effectivement deux concepts différents. Et pourtant, il se trouve que je suis âgée maintenant, et il se trouve que j'ai été très jeune, et ça date de la fin des années 60, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, une militante acharnée de l'égalité dans la différence, étant militante des institutions juives. En tant que femme, à l'époque le féminisme était quand même au début, et en tant que juive, je trouvais la formule formidable. J'ai même écrit, monsieur, Dieu merci, tout ça, il y a prescription, j'ai même écrit un article qui prenait une page entière du journal Combat, c'était la fin de Combat, pour expliquer les grandeurs de l'égalité dans la différence. On est donc à la fin des années 60. Et comme vous, je trouvais que c'était juste. Et j'ai déchanté, et sérieusement déchanté. Et vous savez savoir qui m'a fait déchanter? L'extrême droite, le Club de l'Horloge, puis Le Pen. Parce que j'ai constaté à cette occasion que pour eux, nous sommes différents. Mais oui, nous sommes différents. Vous, les femmes, vous, les Noirs, vous, les Juifs, chacun chez soi. On est différents, restons chacun chez soi. Et qu'au lieu d'un discours de tolérance, et comme vous dites très bien, d'acceptation de l'autre, qui, à mes yeux, continue à faire partie de l'utopie du monde meilleur et de l'homme meilleur, eh bien il s'est passé le discours de la haine, de l'exclusion, du séparatisme, puis de la hiérarchie. Alors si on n'a pas compris qu'à chaque fois qu'on appuie sur les différences entre les êtres humains, on suscite de la comparaison, de la hiérarchie, c'est à désespérer. C'est ce que j'essayais de vous dire, monsieur. Notre esprit est ainsi fait. Alors je veux bien qu'on plaide pour un homme qui changera sa façon de raisonner, qui sera un homme parfait de tolérance. Mais la réalité historique n'est pas comme ça. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est surtout éliminer toute possibilité de hiérarchie, de conflit et d'exclusion. Et le seul système féministe, monsieur, où l'égalité dans la différence pouvait être réalisée, c'était dans les théories des féministes radicales oppositionnelles, tant en Amérique qu'en France, chez Madame Irigaray ou chez Antoinette Fouque, où le séparatisme était si radical, pensez-y, que Lucie Irigaray proposait 2 codes civils. Je dis bien 2 codes civils, un pour les hommes, un pour les femmes, sans que personne n'ait hurlé à la folie, à la bêtise. Pas du tout. C'était effectivement la meilleure façon de nous séparer radicalement, et là on pouvait chacun vivre pleinement nos belles différences. Eh bien je ne suis pas d'accord avec ça, et je voudrais qu'un peu de lucidité nous reprenne, parce que c'est très dangereux. Voilà. La même chose que la ressemblance ne peut pas être la même chose que l'identité. Le contraire d'égalité, c'est l'inégalité. Le contraire d'égalité, conceptuellement, c'est pas l'identité, c'est pas la ressemblance, c'est l'inégalité. Et le concept d'égalité, ou quels que soient les endroits où il fonctionne, est toujours l'idée d'une égalité, et là je suis d'accord avec monsieur, en dépit des différences, et non pas une inégalité à cause des différences. Et si on va trop loin dans la direction de la collusion du rapport entre égalité et identité, on va finir par dire aux gens, et c'est d'ailleurs ce qui se passe, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure la confusion entre l'égalité et la ressemblance, si vous voulez être nos égaux, soyez semblables, soyez comme nous, et soyez comme nous en tout, je ne peux voir qu'une tête. Donc il faut faire très attention, on ne peut pas confondre l'égalité et l'identité, on ne peut pas confondre l'égalité avec une sorte de similitude et de ressemblance, sinon on voudra que tout le monde soit absolument pareil, semblable en tout, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, égaliser reviendra en quelque sorte à ramener toute altérité, toute différence au même, mais est-ce qu'on peut vouloir ça
Et est-ce qu'on peut ça? Bien sûr que non. Donc il faut quand même reconnaître la différence ou les différences, je suis bien d'accord, pour accéder à des formes d'égalité et aussi des sphères d'égalité. Il n'empêche. Et le de la terre. D'abord, je voudrais rappeler quand même que le signe mathématique inégalité et différence est le même. Hein? Bon. On n'a pas trouvé un autre signe en logique mathématique pour dire différemment inégalité et différence. Oui, mais laissons. Oui, mais on ne fait pas des mathématiques quand on fait du droit. Oui, quand on est dans la légalité, ce n'est pas des mathématiques. Il n'empêche que ça n'est pas si simple, cette distinction. Mais je voudrais dire que ça ne sont pas seulement les hommes qui ont dit aux femmes, si vous voulez l'égalité, comme nous et une seule tête. Non. Moi, je vais vous dire, pour introduire de l'égalité dans la famille, je ne vois pas d'autre façon que de contraindre, amener, convaincre les pères de s'occuper comme les femmes de leurs enfants. Alors bien sûr, ils le feront différemment des femmes, mais ils ne le feront pas forcément différemment parce qu'ils sont des hommes. C'est parce que chaque être humain appréhende la chose différemment. Mais ce qu'on leur demande, c'est de faire comme nous. Il faut même voir les choses comme elles sont, de partager équitablement les charges des enfants de la maison. Et bien ça, c'est quand même sur le modèle du même. Même encore si, selon les individus particuliers, on a des façons différentes de procéder. Mais c'est quand même toujours, pour parvenir à l'égalité, c'est je veux avoir le droit de partager ton monde avec moi, avec toi, mais je te demande de partager mon monde avec moi. Parce que sinon, il n'y a pas d'égalité. Et c'est exactement ça, la parité. Ça veut dire quoi, la parité? Ça veut dire le partage. On n'a pas arrêté de dire la parité, c'est le partage. Parité domestique, parité culturelle, parité politique, parité partout. On partage. Je suis entièrement d'accord sur le partage domestique. Parité, ça voulait dire plutôt dire paix que partage. Ça venait plus de paix que de partage. En tout cas, merci, monsieur.